Les préparatifs des élections vont bon train. Déjà, la distribution des cartes NINA, seul document qui donne le droit de vote, devra commencer dans les jours à venir. 6 000 personnes seront chargées de ce travail. Information donnée ce matin lors de la rencontre du comité de suivi du processus électoral. Karim Wade, de nouveau devant la justice sénégalaise dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite. Hier lundi, il a été placé en garde à vue et devra fournir des justificatifs concernant sa fortune personnelle estimée à plus de 690 milliards de francs CFA. Madame, Monsieur, bonsoir. Mardi 16 avril, bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim a procédé cet après-midi à l'inauguration de l'usine d'assemblage de voitures Hyundai et véhicules militaires de marque Kia d'un coût d'environ 7 milliards de francs CFA. Cette usine est le fruit du partenariat entre Wad Motors, une société malienne, et la construction sud-coréenne Yunsan de la marque Hyundai. Cette nouvelle structure aura une capacité de production de 20 000 véhicules par an et emploiera une centaine de personnes. On notait à la cérémonie de lancement la présence du Premier ministre, de certains membres du gouvernement et de l'ambassadeur de Corée au Mali. Et bien entendu, le reportage sur cette cérémonie au cours de ce journal. Hier, un dernier hommage a été rendu aux 5 militaires qui ont trouvé la mort dans un crash d'hélicoptère le 12 avril dernier dans la localité de Uromodi. C'est dans le cercle de Mopti. En pris part à la cérémonie d'adieu, le président de la République par intérim, les parents et compagnons d'armes des disparus. La cérémonie s'est déroulée à la base 100 de l'armée de l'air. Reportage de Mamouro Sidibé. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre un dernier hommage aux 5 membres de l'équipage de l'hélicoptère Mi-24 immatriculé Tango Zulu 406. Leur mort en service aérien commandé le 12 avril 2013 près de la localité de Uromodi, dans le cercle de Mopti, lors d'un vol de redéploiement en zone opérationnelle, a rempli d'une immense tristesse leurs familles, leurs proches et leurs amis. C'est justement tout le sens de ce cérémonial à la base 100 de l'armée de l'air de Bamako. Grande était l'émotion et immense la compassion à la cérémonie d'adieu des 5 aviateurs morts en service aérien commandé. Il s'agit du colonel d'aviation Abdoulaye Diallo, du capitaine d'aviation Malamine Sangaré, de l'élève officier d'active Ibrahim Benogo Mariko, de l'adjudant d'aviation Cheikh Oumar Diarra et de l'adjudant d'aviation Oumar Mamadou Traoré. Ces jeunes âgés de 27 à 43 ans étaient tous des professionnels aguerris et incarnaient la grandeur du métier. L'image qu'ils ont laissée est celle du don de soi, du sens élevé du devoir et de la valeur de l'engagement. Jusqu'à cette mission tragique, ces jeunes ont toujours montré que pour la cause de la patrie, en chacun de nous doit habiter la passion. Le président de la République par intérim, après avoir rendu hommage aux militaires maliens et alliés tombés dans cette guerre de reconquête de notre territoire, dira que la crise que nous vivons nous enseigne et nous renseigne. Renseigner sur nos faiblesses dans la gestion de l'infortune et enseigner sur ce que nous pouvons faire encore pour que le sacrifice de nos enfants soit porté à la connaissance de toute la nation et que la valeur militaire soit reconnue, saluée et exaltée. La crise nous a également renseigné sur la valeur de la solidarité, de la compassion de la hiérarchie, sur le moral des troupes, condition essentielle de toute victoire. Elle nous a enseigné enfin un autre rapport de la République à ceux qui meurent pour elle. Nul doute qu'à la lumière des leçons de cette crise, notre dispositif national de reconnaissance du mérite corrigera toutes ces lacunes, car un soldat qui meurt pour son pays est tout simplement un héros. Vous qui êtes morts pour la mère patrie, vous êtes désormais considérés comme des héros nationaux.
Le sacrifice que vous avez consenti ne sera pas vain, a ajouté le président Dioncounda Traoré. Puisse Dieu le miséricordieux vous accorder sa grâce et vous accueillir dans son paradis éternel. Amen. Amen. Le président de la République par intérim a adressé aujourd'hui un message de félicitations au nouveau président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moro, suite à son élection. Dioncounda Traoré a souhaité plein succès au président dans sa mission au service du peuple vénézuélien. Le Conseil national de la société civile échange sur le rapport 2011 du vérificateur général ici à Bamako. La société civile souhaite revoir les recommandations du rapport afin de mieux s'impliquer dans leur mise en œuvre. Reportage de Mohamed Touré. Le vérificateur général est une autorité indépendante de contrôle externe qui a pour mission principale de lutter contre la corruption et les mauvaises pratiques dans la gestion des ressources publiques. À cet effet, un cadre de collaboration a été établi entre l'institution et le Conseil national de la société civile. Cet atelier d'échange sur le rapport annuel 2011 avec les acteurs de la société civile entre donc dans ce cadre désormais traditionnel. La collaboration sera mise en œuvre à travers des formations pour connaître le bureau du vérificateur général, ses missions, ses activités, des informations autour des rapports de vérification, la sensibilisation pour la vulgarisation des recommandations des rapports publiés du bureau du vérificateur général et l'éducation sur la citoyenneté et les valeurs républicaines. Plusieurs thèmes seront exposés au cours de cet atelier. La société civile comme relais pour encourager la mise en œuvre des recommandations du bureau du vérificateur par les autorités politiques, l'interaction société civile-autorité judiciaire afin d'obtenir des suites favorables quant aux faits infractionnels dénoncés entre autres. Le bureau du vérificateur en général entend jouer sa partition et toute sa partition dans cet exercice. C'est pourquoi il suit avec beaucoup d'attention les préoccupations sociales du moment, notamment entre autres les questions relatives à l'achat de véhicules pour l'armée, à l'attribution de marché de la 3e licence de téléphonie mobile, des sujets sur lesquels le bureau a été, à la limite, si je puis dire, interpellé par certains de nos concitoyens. Il convient simplement d'attirer leur attention sur le fait que nous ne pouvons intervenir légalement en pareille circonstance que lorsque des actes sont posés, c'est-à-dire, par exemple, la conclusion effective d'un marché. Il en est ainsi pour la 3e licence de téléphonie mobile, au sujet de laquelle le bureau procédera très prochainement à une vérification et le rapport sera rendu public. Ce travail en tandem société civile et bureau du vérificateur fera comprendre aux mauvais gestionnaires et aux délinquants financiers qu'un contrepoids de taille se hisse désormais en face d'eux, a averti le vérificateur général. À bon entendeur, gérez bien. 6 000 personnes seront recrutées pour la distribution de la carte Nina, le seul document qui donne le droit de vote aux citoyens. La distribution devrait commencer dans les jours à venir. L'information a été donnée ce matin par le coordinateur de la cellule d'appui au processus électoral lors de la rencontre du comité. À retenir aussi que des dispositions sont prises pour le retour de l'administration dans les 3 régions du Nord. Reportage de Mohamed Diarra. Pour une bonne organisation des élections fixées pour le mois de juillet prochain, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire opte pour le dialogue interactif. Le support de ce dialogue est bien le cadre de concertation qui réunit l'ensemble des acteurs. Il ne peut pas y avoir d'organisation d'élections si l'administration n'est pas en place. Et à cet égard, les commissions d'établissement de listes électorales seront convoquées incessamment. Donc il faut absolument que l'administration soit là pour que les commissions soient opérationnelles. Donc au niveau de Kidal aussi, qu'il s'agisse des autorités régionales, des autorités des cercles et des arrondissements, elles seront sur place avec le soutien des forces de défense maliennes en collaboration avec la force de la MISMA. Le budget étant connu 64 milliards de francs CFA, la machine de recouvrement est actionnée et certains partenaires se sont déjà manifestés. Au niveau du budget d'État, le gouvernement mettra en place 25 milliards et le complément est à chercher avec les partenaires financiers.
La distribution de la carte Nina débutera 15 jours avant le travail de la commission de révision des listes électorales. Pour permettre à un maximum de Maliens d'avoir leur carte, 2000 équipes de 3 agents seront recrutées. On ne remettra pas plusieurs cartes à un chef de famille ou à un responsable quelconque. Il n'en est pas question. Le principe est la remise individuelle pour éviter toute réclamation ultérieure. Concernant la situation des déplacés et réfugiés, le secrétaire général du département de l'administration territoriale dira que toutes les dispositions sont prises pour leur participation totale. Déjà, des missions se rendront le 24 avril prochain dans les pays d'accueil des réfugiés pour discuter avec les autorités respectives. Une journée d'échange qui aura comblé les attentes des participants. L'administration territoriale a pris en compte toutes nos préoccupations en matière d'établissement des listes électorales, en matière de recensement des Maliens, en matière de communication. A précisé que l'élection présidentielle ne sera pas couplée avec les législatives, comme l'a encore souligné le directeur général de l'administration territoriale. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a effectué une visite à Tombouctou pour rencontrer la population. Il a été question, entre autres, d'éducation, de problèmes d'électricité, du retour des services sociaux de base et de l'emploi des jeunes. Et Attendina nous en parle. Cette visite du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans la cité des 333 était attendue par les populations qui ont réservé à l'hôte et sa délégation un accueil des grands jours. Les échanges avec les différentes sensibilités, conseil communal, jeunes, femmes et la notabilité ont porté sur des sujets sensibles comme le problème d'électricité, l'éducation, l'emploi des jeunes et le retour des services sociaux de base. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour que l'administration revienne. Je suis là en visite avec le ministre de la Sécurité, c'est pour voir dans quelles conditions tout ce qui est homme de sécurité puisse revenir, pour que l'administration soit là. Ils ont souhaité à ce que les services sociaux de base soient là dans les meilleurs délais, ce qui est également du vœu du gouvernement. Et nous souhaitons qu'eux aussi ils fassent un appel pour que les populations qui sont déplacées soient là et que les conditions soient réunies pour que la vie reprenne ici. À tous les moments de notre vie, nous n'avons que prêter attention à ce qu'ils étaient en train de vivre. La rencontre avec les notables et le comité de crise a permis au ministre et sa délégation de revisiter les rues tortueuses de la ville mystérieuse, Tombouctou. Le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, de son côté, poursuit sa tournée à l'intérieur. À Ségou, Alouata et Chatasaï a remis un important lot de matériel et des vivres aux personnes déplacées. La cérémonie de remise a eu lieu au gouvernorat de Ségou, suivie par Kandesila. Venant à Ségou, Madame le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a tenu à exprimer la solidarité du gouvernement en faveur des populations déplacées. Une solidarité matérialisée par la remise d'un lot de matériel et de vivres. Ce lot est composé, entre autres, de riz, de kits de dignité, kits médicaux, des vêtements, des ustensiles de cuisine et de lessive. Et de leurs alliés. Le gouvernement du Mali entame avec l'appui de ses partenaires le processus du retour de vos frères et sœurs et de leur installation dans leurs localités respectives et dans la dignité. En vue de ce retour, le département de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, conformément à la feuille de route du gouvernement, mène des activités dans ce sens. Au nom des autorités communales et des personnes déplacées, Niafege Goïta et Mariam Oualet Altanata ont respectivement salué les gestes. Madame le ministre a mis son séjour ségovien à profit pour visiter la maison de la femme qui accueille des enfants, dont des quadruplés enregistrés à l'hôpital régional Nyanankorofomba. Restons dans la solidarité. L'Agence des musulmans d'Afrique, AMA, se mobilise en faveur des déplacés du Nord. Elle vient de remettre plus de 31 tonnes de vivres composées de riz, de mil, de sucre, de lait et d'huile. Valeur du don, 17 millions de francs CFA. Le reportage de Outanga Dambélé avec la voix de Agali Agissa.
Après les étapes de San, Mopti, Konna, Bamako et Ségou, ce sont les populations déplacées du nord du cercle de Koutiala qui ont bénéficié de l'aide de l'Agence des musulmans d'Afrique, AMA. Composé de riz, de mil, de sucre, de lait et d'huile, ces dons sont destinés à 600 ménages déplacés. Le directeur du bureau de Bamako, les chargés du secours du Koweït, ont pris la parole pour réitérer leur appui aux autorités locales du cercle. Le préfet a pour sa part salué ce geste qui devra sans nul doute contribuer au bien-être des bénéficiaires. Notons que la valeur de ces donations était estimée à plus de 17 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de ces dons s'est déroulée au centre d'éducation populaire sous la présidence du préfet du cercle. Retour à Bamako, procès Boukari Daou, le directeur de publication du journal Le Républicain, a comparu ce matin devant le tribunal de première instance de la commune 4. Après les débats, la défense espère l'annulation de la procédure. Ibrahima Traoré. Le tribunal de première instance de la commune 4 accueille le procès Boukari Daou, directeur de publication du journal Le Républicain. Le débat de ce mardi a porté essentiellement sur le fond du dossier. La défense a soulevé une exception de nullité de l'ensemble de la poursuite. Les avocats estiment qu'il n'y a pas de citation dans le dossier, c'est-à-dire dans le mode de saisine du tribunal en matière de délit de presse, le dossier doit avoir obligatoirement des faits incriminés. L'article 61 de la loi sur la presse dit qu'en matière de délit de presse, le prévenu doit être cité, le ministère public doit être cité dans le même acte et dans ce même acte, les faits doivent être précisés, qualifiés et la loi applicable précisée. Boukari Daou est accusé de publication pour fausse information et incitation au crime et délit. Le journaliste reste serein et espère que le droit sera dit. Je crois en la justice de mon pays et je crois en son indépendance. Et je suis surtout ému par la présence de mes confrères du Mali d'Afrique. Le procès a mobilisé un beau monde, notamment des journalistes et autres défenseurs de la liberté de presse. Tous sont venus soutenir Boukari Daou qui comparaît pour la toute première fois devant un tribunal. Nous attendons avec impatience ce délibéré qui, à notre avis, augure une volonté de la justice malienne de rendre le droit, de rendre un verdict conforme aux droits humains, conforme à la liberté d'expression, mais aussi conforme au respect des procédures pénales définies et appliquées au Mali. Là, on voit déjà une volonté de la part du gouvernement de vraiment montrer sa volonté de suivre la procédure légale et d'appliquer la loi. On attend le délibéré, mais on est déjà confiant et on continue à avoir confiance en notre justice parce que les débats ont lieu sur la base du droit et nous croyons que le droit sera appliqué. Sourire aux lèvres, tous espèrent que le confrère sera définitivement relaxé. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Maître Demba Traoré, accompagné du délégué général à l'intégration, Cheikh Keïta, quitte Bamako ce soir pour Port-Louis en île Maurice. Il prendra part aux travaux de la 6e conférence des ministres africains de l'intégration qui se déroulera du 18 au 20 avril. Cette rencontre de haut niveau a pour thème la gouvernance de l'intégration. Au Sénégal, Karim Wade se retrouve de nouveau devant la justice. Hier lundi, il a été placé en garde à vue. Karim Wade devra fournir des justificatifs à la justice sénégalaise concernant sa fortune personnelle estimée à 694 milliards de francs CFA. Son arrestation intervient dans le cadre de la lutte contre les biens mal acquis. Ses partisans sont choqués. La traque des biens mal acquis engagée par les autorités sénégalaises a pris une nouvelle dimension lundi. Karim Wade, ancien ministre de l'Énergie et des Transports aériens et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, a été arrêté et placé en garde à vue à la gendarmerie. Son arrestation a eu lieu au point E, au domicile familial de Wade, quelques heures après que ses conseils aient déposé auprès du bureau du procureur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite des documents qui démontrent l'accusation selon un de ses avocats. Ils ont menti au peuple sénégalais, il y a une logique, il faut qu'ils l'arrêtent. Mais allez-y dans le net, vous aurez la preuve avec des documents remis par des États qui attestent effectivement que tout ce qui reproche à Karim Wade, c'est du bidon.
Pour certains militants venus le soutenir, c'est un monde qui s'effondre. Pour d'autres, il n'y a pas de doute, Macky Sall cherche à éliminer un adversaire politique. Macky Sall sait qu'il ne travaille pas. Il veut juste divertir les Sénégalais. Il sait que Karim Wade n'a rien fait, n'a rien détourné. Il a les mains propres. Karim Wade a été toujours victime d'une vaste et pernicieuse entreprise de déstabilisation de certains lobbies du pouvoir. Et le pouvoir lui-même, parce que tout simplement, Karim Wade serait considéré par le président de la République, Macky Sall, comme son potentiel challenger en 2017. Karim Wade, accusé de détenir un patrimoine estimé à 694 milliards de francs CFA, a été conduit à la gendarmerie de Colobane, la même où il a été auditionné à 6 reprises dans le cadre de la traque des biens mal acquis, où plusieurs dirigeants du PDS sont poursuivis depuis la chute du président Abdoulaye Wade. Aux États-Unis, le bilan du double attentat hier à Boston reste encore provisoire. Il est de 3 morts et de plus de 170 blessés cet après-midi. Le président Barack Obama a promis toute la force de la justice contre les auteurs du carnage au moment où l'enquête pour les identifier en est encore à ses premiers pas. La première bombe a explosé à quelques mètres de la ligne d'arrivée. 13 secondes plus tard, une deuxième bombe au milieu de la foule, à une centaine de mètres de la première. Le marathon de Boston, avec 23 000 participants cette année, s'est terminé dans un bain de sang. 3 personnes sont mortes, dont un spectateur âgé de 8 ans. Parmi la centaine de blessés, plusieurs ont dû être amputés d'un membre. Nous étions dans le stand VIP, nous regardions en face dans la rue. Puis nous avons entendu la première explosion, des gens projetés par l'explosion. Et ensuite, plus bas, une deuxième. Je suis allé vers les stands et il y a eu une énorme explosion. Une fumée blanche partout. C'était horrible. C'est tellement traumatisant, je ne sais pas quoi dire de plus. Le FBI coordonne l'enquête qui s'oriente vers un acte terroriste et procède en ce moment même à de nombreux interrogatoires. Dans les heures qui ont suivi les explosions, le président Barack Obama a très vite réagi au drame. Ne vous y trompez pas, nous irons au bout et nous découvrirons qui a fait cela. Nous allons savoir pourquoi ils l'ont fait. Les individus responsables, les groupes responsables sentiront tout le poids de la justice. Partout dans le pays, c'est le choc. Une peur à peine enfouie d'une répétition des attentats du 11 septembre est à l'œuvre. Unanimement condamné dans le monde, de Tokyo à Moscou, en passant par Téhéran, Paris et l'ONU, les attentats de Boston n'ont toujours pas été revendiqués. Retour à l'actualité nationale, je vous l'annonçais en début de ce journal, le président de la République par intérim a procédé cet après-midi à l'inauguration de l'usine d'assemblage de voitures Hyundai et de véhicules militaires de marque Kia. D'un coût d'environ 7 milliards de francs CFA, cette usine aura une capacité de production de 2000 véhicules par an et emploiera une centaine de personnes. On notait à la cérémonie la présence du Premier ministre, de certains membres du gouvernement et de l'ambassadeur de Corée. Reportage de Mamari Kone. Un sentiment de très grande satisfaction, mais aussi surtout un sentiment d'espoir en l'avenir de notre pays et en l'avenir également de la solidarité entre les peuples du monde. Je pense que ce à quoi nous venons d'assister cet après-midi répond tout à fait aux souhaits des populations du Mali, de l'armée du Mali, en cela qu'elle va permettre à nos populations d'avoir accès à des véhicules neufs et bon marché, et qu'elle va également permettre à notre armée nationale d'avoir sous la main des équipements solides et qui, je pense, répondront à toutes les exigences du terrain. Je pense donc que c'est heureux que les populations maliennes aient accueilli
avec une hospitalité particulière cette usine, parce que c'est leur usine. Ce sera à elle de veiller sur cette usine, parce qu'elle leur crée des emplois, elle leur crée énormément de possibilités et elle favorise également le transfert de technologies. Je crois que c'est vraiment une opportunité pour le Mali. Il faut que nous en prenions soin, d'autant plus que même dans le cadre de la volonté des Maliens d'aller vers l'intégration de l'unité africaine, ça va être également un instrument qui va favoriser l'intégration africaine parce que va permettre éventuellement d'exporter des véhicules montés au Mali dans les pays de la sous-région. Donc vraiment un sentiment de grande satisfaction. Voilà à l'instant le président de la République par intérim, professeur Diankouna Traoré, qui s'exprimait après l'inauguration de l'usine d'assemblage de voitures Hyundai et de véhicules militaires de marque Kia. C'était cet après-midi. Demain, dans nos éditions, le reportage complet. Retour hors du pays, la présidente de la Fondation Partage, Adamba Konaré, vient de faire don de 100 000 dollars américains à Port-au-Prince ou en Haïti pour la construction d'un pavillon scolaire qui a été détruit suite au séisme qui avait ravagé le pays en janvier 2010. C'est la Fondation Rinaldi qui a été désignée pour assurer le suivi du projet. Cette fondation travaille dans le domaine de l'éducation depuis 77 ans en Haïti. La signature d'une convention entre les deux fondations a été suivie de la pose de la première pierre par le président de la Fondation Rinaldi en Haïti, le révérend père Sylvain Ducange, et la représentante de la présidente de la Fondation Partage, Diallo Salimata Ouattara. L'école portera le nom Fondation Partage Mali. En France, l'association Mali Yanga a organisé une journée de plaidoyer sur la crise malienne dans le village de Moripa, dans la région parisienne. Il s'agissait d'informer l'opinion française sur les multiples conséquences de la crise malienne sur les populations, notamment celles des zones concernées par les conflits. Le reportage de Makanfi Konati. L'association Mali Yanga ambitionne à travers cette activité de contribuer au rayonnement du bien commun qu'est le Mali. Ces rayonnements qui se traduit en Bamanankan par Yanga, dont le pas du géant nous ont été légués par Kanko Moussa, se trouve aujourd'hui menacé. Sa préservation, selon la présidente de l'association, est une mission que tout Malien doit s'assigner, quel que soit son rang, avec les moyens qui sont les siens. L'équilibre social de notre pays, construit à travers des siècles, est aujourd'hui menacé. J'en suis inquiète. Et je voudrais que mes frères et sœurs ici présents me rassurent. Selon les 6 conférenciers, le Mali dispose des atouts pour se relever, mais cela passe par un diagnostic de l'existant, que ce soit dans le domaine des infrastructures, que celui de la couverture sociale, et une évaluation sans complaisance de la démocratie malienne. Mais comment relever ces innombrables défis, s'interroge Mme Maïga. Comment transformer les rancœurs et mobiliser les énergies, les forces, les richesses et les amitiés, comme celle de la France, pour relever le Mali? Comment profiter de la conjonction de facteurs favorables au décollage de nos pays, qui se caractérisent par la jeunesse de leur population et un formidable potentiel économique? Les réponses à ces nombreuses interrogations se trouvent certainement dans la culture malienne, dont l'un des ambassadeurs était justement présent pour redonner de l'espoir. Et pour boucler la page internationale, sachez que le 12 avril dernier, le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Yahya Ag Mohamed Ali, a conduit la délégation malienne à la 6e conférence des ministres des États membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, CODEPA, tenue à Yaoundé au Cameroun. Au cours des différentes rencontres, le ministre malien et ses homologues africains ont réfléchi sur les voies et moyens permettant de faire du secteur de l'artisanat un des plus grands moteurs de développement du continent. La rencontre a permis d'aboutir à des recommandations sur les stratégies communes de développement, des plans d'action sous-régionaux et la mobilisation des ressources financières au profit de l'artisanat africain.
Retour à l'actualité nationale et nous parlons énergie solaire avec les lampes Mama Light qui seront bientôt sur le marché malien. La lampe Mama Light, c'est cette lampe qui fonctionne grâce aux rayons solaires avec une autonomie de 5 heures. Elle a été présentée au ministre de l'Environnement et de l'Assainissement lors d'une cérémonie. Moïse Traoré, qui y était, nous éclaire sur le sujet. Les avantages de la lampe solaire Mama Light sont de plusieurs ordres. La technologie peut servir dans l'encadrement scolaire des enfants et au travail des miniers. Si l'on se réfère à la richesse de son sous-sol, le Mali est un scandale géologique. Pour développer cette richesse-là, nous avons besoin de deux choses. La première des choses d'abord, c'est l'infrastructure routière, c'est-à-dire qu'il faut désenclaver le pays pour que les hommes et les femmes puissent aller vers ces richesses-là. Et la deuxième chose la plus importante, c'est l'énergie. Sans énergie, on ne peut rien développer. Je suis certaine que nous avons des futurs ingénieurs qui vont nous trouver des solutions de demain. Et c'est à nous de leur donner les moyens pour y arriver. Et la lumière, c'est un des moyens pour arriver. Et bien sûr, il faut les décisions politiques de haut niveau pour accompagner. La lampe solaire pourrait également servir lors de décompte de voix électorales. Son autonomie est de 5 heures avec une garantie de 2 ans. Des chauffe-eau solaires font partie des innovations de la société. La diminution des surfaces boisées au Mali est de 500 000 hectares par an. Si cette tendance de consommation du bois énergie n'est pas inversée, la production du bois exploitable ne satisfera plus la demande avant la fin de cette décennie. La lampe solaire est une résultante de recherche et développement avec le groupe Philippe. Voilà, il y a beaucoup de soleil, il faut en profiter. L'association Temet proteste contre la composition de la commission Dialogue et Réconciliation. Elle était face à la presse hier pour le faire savoir. Les détails, c'est avec Tiemoko Konati. Les membres de l'association Temet saluent la mise en place de la commission Dialogue et Réconciliation, mais dénoncent sa composition. Raison, ils n'avaient pas été consultés pour sa mise en place. Selon eux, la communauté noire Keltamachek est la communauté la plus touchée par les exactions commises par les groupes armés et sa représentation est une nécessité. Cette communauté regorge de toutes les compétences nécessaires, allant du professeur, cadre religieux à l'agent d'exécution, et pour autant, elle a été une fois de plus royalement ignorée. Pour la réussite des missions assignées à la commission, la communauté Keltamachek propose une recomposition de la commission avec en amont des concertations au niveau local. En 4e région, une réunion technique a regroupé mardi à Ségou les responsables des collectivités du Cercle. C'était pour formaliser les relations entre les déconcentrés de l'État et les collectivités par rapport programme d'activité qui définissent les obligations réciproques des deux parties. Reportage de Candicila. Cette réunion technique qui regroupe les sous-préfets du cercle les maires, les secrétaires généraux des communes, les chefs de service vise à valider la programmation et le calendrier annuel de mise à disposition des services déconcentrés de l'État au profit des collectivités. Cela conformément au décret 96-084 PRM du 20 mars 1987. La rencontre vise à aboutir à la mise en œuvre pratique du décret. Aussi, à la fin des travaux, les responsables des collectivités devraient formaliser des conventions de partenariat entre le préfet et les collectivités pour la mise en œuvre efficiente du calendrier d'exécution. Depuis 1996, l'État a pris un décret portant sur les conditions et les modalités d'application de la mise à disposition des services déconcentrés auprès des collectivités territoriales. Mais depuis cette date, on n'était pas encore parvenu à mettre en œuvre ces décrets. Le préfet de Ségou, qui présidait les travaux, s'est réjoui de cette initiative qui a toute son importance dans le processus d'accompagnement des collectivités. La mise en œuvre de cette convention mettra fin à la gestion au jour le jour des affaires locales avec des contractualisations informelles passées entre les autorités des collectivités territoriales et des agents des services techniques de l'État.
Notons que cette rencontre est l'aboutissement d'un partenariat entre le Cercle de Ségou et le programme d'appui aux collectivités territoriales PACT qui entend apporter sa pierre au processus de la décentralisation au Mali. La mobilisation continue pour la défense du droit d'auteur. Ce matin, c'est une conférence de presse qui a regroupé les auteurs, les acteurs de l'industrie culturelle au bureau malien du droit d'auteur Bunda. L'activité entre dans le cadre des journées de mobilisation contre la piraterie qui affichent la volonté du département de la culture dans le combat contre ce problème. Reportage de Cheikh Oumar Sangari. Outiller les journalistes sur la lutte contre la piraterie, c'est l'objectif visé par le bureau malien du droit d'auteur par la tenue de cette conférence de presse. Au Mali, la piraterie est réprimée par le code de procédure pénale. Le BUMDA encadre les créateurs artistiques et littéraires. Il suffit pour l'artiste, les créateurs d'une manière générale, d'apporter au bureau malien du droit d'auteur un exemplaire de l'œuvre qu'il a produite, c'est-à-dire la fixation matérielle de cette œuvre. Voilà, une fois l'œuvre déposée au bureau malien du droit d'auteur, on procède aux formalités, c'est-à-dire à l'enregistrement de l'œuvre et à l'enregistrement de l'auteur. Entre artistes, opérateurs culturels, journalistes et autres responsables du BUMDA, les échanges ont été fructueux. Ils ont même pris l'allure d'une conférence débat, tant les expériences évoquées étaient intelligentes. Les acteurs du secteur ont mis la rencontre à profit pour faire de nouvelles propositions pour lutter contre le fléau. Avec toutes les expériences, avec tout le temps qu'on a fait dedans, tous les essais qu'on a fait, il faut industrialiser la musique. Il faut faire une société privée qui s'occupe des droits d'auteur, qui paye des taxes à l'État. C'est la seule solution. Là-bas, nous sommes des producteurs analogiques. On s'est vu doubler tout de suite par la nouvelle technologie et on a été victime de ça. On n'a pas vu venir. Mais aujourd'hui que tout se fait sur le net, il faudrait qu'on s'adapte. La difficulté chez nous, c'est le manque de formation. Les questions des confrères ont surtout porté sur le rôle que l'État doit jouer et les conséquences économiques de la piraterie. Le chef de la MISMA, Pierre Bouyoya, a rendu visite ce matin à Kidal au contingent tchadien engagé dans les opérations de recouvrement de la souveraineté de notre pays sur l'ensemble de son territoire. Il a félicité l'armée tchadienne pour son apport remarquable à ces opérations et confirmé la volonté de la MISMA à soutenir financièrement le contingent tchadien. Le commandant de la force tchadienne a pour sa part confirmé la fin des opérations militaires sur le terrain. Je vous propose d'écouter le chef de la MISMA. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Oumar Moussa Traoré et Youssouf Diarra. Nous sommes venus à notre qualité du chef de la MISMA, représentant spécial de l'Union africaine, mais accompagné du commandant de la force de la MISMA pour visiter le contingent tchadien. Compte tenu des circonstances, leur présenter nos condoléances à cause de ce qui s'est passé le week-end dernier. Leur dire que la perte des camarades, c'est aussi la perte de la MISMA, c'est la perte de l'Afrique. Nous sommes venus alors nous enquérir de la situation d'une façon globale. C'était l'objet de notre discussion avec le commandant du contingent tchadien. Il nous a longuement parlé de la situation sécuritaire sur le terrain, de la collaboration qu'il y a avec le contingent français, qui est une collaboration exemplaire. Il nous a parlé des problèmes de vie de tous les jours de ces hommes. Et nous avons constaté d'ailleurs que le contingent tchadien se tient très bien organisé sur le plan opérationnel, sur le plan logistique. En tant que MISMA, nous allons désormais soutenir le contingent tchadien plus que nous l'avons fait jusqu'à présent. Et nous reviendrons sur cette visite du chef de la MISMA à Kidal dans nos prochaines éditions.
Sport football, championnat national de Ligue 1, la 21e journée a pris fin hier au stade Modibo Keïta avec la victoire de buts à 1 du COB de Bamako sur l'ASB. Auparavant, l'AS Real de Bamako s'était imposé devant l'Assom de Missira par le minimum de 1-0. Le résumé des deux rencontres avec Koumba Nyambeli. Avec cette victoire, l'AS Real de Bamako consolide sa deuxième place au classement avec 44 points. Quant à son adversaire du jour, l'association sportive olympique de Missira, elle reste toujours 7e avec 27 points à son compteur. À l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur le nul d'un but partout. À l'entame de ce match, retour au compte de la 21e journée. Pendant les 45 premières minutes, les attaquants réalisent presse, mais ils ne réussiront pas à tromper la vigilance des défenseurs de l'équipe de Missira. Aucun but ne sera marqué. Score 0-0 à la pause. Encore 9 journées à disputer et la deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions est toujours en jeu. C'est conscient de tout cela qu'en seconde période, l'entraîneur du Real, Noam Diané, procède à des changements. Un coaching qui porte fruit à la 54e minute. Christophe Diallo offre le but de la victoire à son équipe, l'AS Real de Bamako, à la conclusion d'un joli mouvement d'ensemble. C'est ce qu'on a préparé à l'entraînement, les passes collectives. Menés au score, les pensionnaires de Missira tentent de réagir avec quelques occasions, mais l'AS Real conserve son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Résultat 1-0. Le second match du jour a vu la victoire 2-1 du club olympique de Bamako, 3e au classement sur l'association sportive de Bamako, 17 points. Dans cette opposition, les dieux du stade étaient olympiens, sinon... L'ASB méritait mieux qu'une défaite. Dès la 9e minute, le COB allume la première bougie grâce à Amidou Traoré. Avec cette avance, les Olympiens multiplient les actions. 42e minute, Ismaïla Diarra inscrit le but du 2-0 en faveur du COB. Ce score mène à la pause. À la reprise, précisément 52e minute, Malik Berti réduit la marque pour l'ASB suite à un coup franc bien travaillé. À la fin de chaque entraînement, moi, je travaille le coup franc. À 2-1, les Olympiens relâchent. Les protégés de l'entraîneur Sébastien Yodé prennent le monopole du jeu, créant des occasions mais butent toujours dans le dernier geste. Au finish, le club olympique s'impose 2-1. En marge des matchs sur les gazons, nous assistons toujours à des duels inédits dans les tribunes, surtout lorsqu'il s'agit de prouver que nous sommes de vrais supporters d'un club. Voilà, restons fair play. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Amadou Sangaré. Quant à moi, je vous invite sur notre site www.ortm.ml et vous retrouve demain soir. Bonne suite de programme sur votre télévision nationale.